maintenant perspective des libéraux. Pour les libéraux, d'abord, l'État n'est pas seul. L'État, certes, est un acteur dominant, mais il y a d'autres acteurs. Même des acteurs au sein de la société, des acteurs infra-étatiques, qui ont aussi leur intérêt. Par exemple, dans un exemple simple, si on veut libéraliser, par exemple, un secteur économique, ce qui revient donc à ouvrir les frontières à des marchandises qui vont donc concurrencer les marchandises produites par les entreprises nationales. Donc, là aussi, c'est une décision qui est prise par l'État, mais qui va donc influencer, impacter ou avoir une répercussion sur une partie de la population. Par exemple, les entreprises qui travaillent dans tel secteur, qui va être touché par la concurrence étrangère. Et cela donc, si les réalistes font une barrière entre la politique étrangère et la politique intérieure, les libéraux non. Les libéraux considèrent qu'il n'y a pas séparation, que les questions internes sont intimement liées aux questions extérieures, aux questions politiques étrangères. D'ailleurs, toute la phrase, la politique étrangère, attention. Donc la phrase, la politique étrangère est le reflet de la politique intérieure. C'est-à-dire, en d'autres termes, on mène une politique étrangère en fonction de paramètres internes. On ne peut pas, par exemple, mener une politique étrangère qui ne prend pas en considération les rapports de force, les intérêts de toutes les composants de la société. Donc, l'intérêt national pour les libéraux, c'est un intérêt plutôt qui change, qui est toujours en mutation. Il n'est pas fixe. L'intérêt, on ne peut pas dire que l'intérêt national, c'est juste la défense de la sécurité des frontières. L'intérêt, il est divers, il est multiforme. Notamment avec le libéralisme économique, avec la mondialisation, avec les conventions internationales. Donc, toute la société est impliquée. Même si la politique étrangère ne concerne pas seulement le chef de l'État ou le ministre des Affaires étrangères, la politique extérieure, étrangère, va le toucher également. Donc si on est touché, on est concerné par la politique étrangère. Donc, l'intérêt national est toujours une synthèse des intérêts au niveau national. L'intérêt national singulier, il est la synthèse des intérêts au niveau national. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont intéressés. Les entreprises, la société civile, citoyenne, les formations professionnelles, tous les acteurs de la société qui sont institutionnalisés. Même les partis politiques, qui peuvent avoir leur avis sur la politique étrangère quand ça les concerne. Quand ça concerne leur programme. Donc on va avoir du point de vue libéral plusieurs catégories d'intérêts. Il y a d'abord les intérêts stratégiques, certes. Tout le monde reconnaît les intérêts stratégiques. Au niveau, par exemple, de la stratégie, par exemple, pour un pays, être un allié des États-Unis ou être un allié de la Chine, c'est pas la même chose. C'est quelque chose de vital. C'est un choix vital. Donc, c'est un alignement. Mais ce qu'on veut dire alignement, c'est être aligné à une puissance, à une grande puissance. Aujourd'hui, on parle de multi-alignement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être aligné à une seule puissance. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les États-Unis. Bon, l'Union soviétique n'existe plus. Bon, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a des puissances émergentes. Donc, plutôt que d'être aligné à un seul pays hégémonique, la politique étrangère peut choisir plutôt d'avoir un multi-alignement. Ce qu'on appelle la diversification des partenaires. Partenariat au niveau stratégique, parce que c'est la stratégie qui est suivie par l'Europe depuis 2016. En 2016, l'Europe suit une stratégie de multi-alignement. C'est-à-dire avec les États-Unis, ça ne veut pas dire qu'il est contre la Chine, contre la Russie. C'est une position plutôt de neutralité positive. Certes, il y a un alignement apparent, visible vers les États-Unis, mais ça n'exclut pas les autres. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'intérêt stratégique. Ensuite, il y a les intérêts
économiques. Les intérêts économiques. Parce que l'économie, c'est important du point de vue libéral. Avoir une économie prospère, avoir des ressources naturelles, faire de la transformation de ces ressources, avoir une position privilégiée dans le système économique international. Tout ça, c'est très important pour les libéraux. Les intérêts économiques. Parce que finalement, tout se tient. Il y a une cohérence entre les intérêts stratégiques et les intérêts économiques. Si l'intérêt stratégique est la défense de la sécurité de l'État au sens traditionnel, également, la croissance économique, c'est aussi un intérêt vital. Parce que sans croissance économique, il y aurait une dégradation des conditions de vie, il y aura des demandes sociales, il y aura une instabilité, et ça peut même constituer une menace à la sécurité et à la stabilité interne de l'État. Donc les intérêts économiques, c'est très important. Aussi au niveau des échanges économiques avec les autres pays. Aujourd'hui, vous savez très bien, on parle de libre-échange. Les États sont ouverts, même c'est devenu un dogme. Aucun pays ne peut limiter ou restreindre les échanges économiques. Donc on exporte, on importe, même si, encore une fois, tous les pays ne sont pas égaux. Pour reprendre la formule d'Orwell, nous sommes égaux en droit, mais égaux en droit, oui, égaux en droit, mais il y a certains qui sont plus égaux que les autres. Ceux qui sont plus égaux que les autres, ceux qui ont vraiment les moyens de profiter, de bénéficier du libre-échange, c'est-à-dire d'avoir une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire d'exporter une valeur beaucoup plus grande que la valeur des importations. Si tu importes plus que tu exportes, tu es en déficit commercial. Et être en déficit commercial, ça va, donc c'est mal pour l'économie. C'est quelque chose qui va donc rendre le pays en question dans une position subalterne dans l'échelle du système économique international. Donc les intérêts économiques très importants. Et aussi, si on n'a pas une économie prospère et des ressources naturelles, on ne peut pas avoir une armée, une puissance militaire importante. C'est-à-dire qu'on a besoin, parce que pour acheter des armes, il faut avoir un budget pour ça, et les ressources sont rares, c'est un budget. Si vous voulez augmenter le budget de la défense, c'est toujours au détriment d'autres dépenses. Une augmentation de cette manière, il faut avoir des ressources. Il faut avoir un excédent, il faut avoir une croissance de PIB pour soutenir justement cette croissance. Finalement, il y a d'autres intérêts. Donc, je dis intérêts vitaux, intérêts économiques, et il y a aussi les intérêts politiques idéologiques. Les intérêts idéologiques. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de choses, c'est dans... ça vient avec la question de puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours dans l'intérêt de l'État de communiquer une bonne image, d'avoir une bonne image. C'est-à-dire que l'État doit avoir un système démocratique, doit être ouvert au libre-échange, doit participer dans les interventions humanitaires, doit avoir également un rayonnement culturel. Et c'est sans doute les questions culturelles, ça devient un aspect important. Dire que ça devient un instrument de ce qu'on appelle le soft power. La puissance douce, la puissance culturelle, c'est-à-dire avoir une attractivité. Par exemple, un pays qui participe aux opérations de maintien de la paix, un pays qui participe par exemple aux conférences internationales, qui participe aux conventions internationales, qui ratifie les conventions, c'est un pays qui communique, qui développe une image de soi. Une image de soi, une attractivité. Donc ça fait partie aussi de l'intérêt national. Hein? D'ailleurs, vous avez suivi dernièrement qu'une affaire, un symbole culturel est devenu quelque chose de crucial, par exemple, pour le Maroc. Et cette affaire d'un motif Zelig, vous connaissez Zelig qui a été utilisé par une société internationale, en l'occurrence le Adidas, qui l'a utilisé pour les maillots de notre équipe le Maroc. Alors que le Zelig est un héritage culturel typiquement marocain. Et ça devient une affaire internationale parce que ça touche une question, ça touche un aspect culturel qui fait partie donc de la soft power.
de l'image même du Maroc.